de retard, mais enfin, j'espère que c'est pas trop grave. Donc, je voudrais vous parler un petit peu de... Ici, ce que j'ai fait, finalement, j'ai pris les données telles qu'elles existent. Donc, j'ai pas essayé de manifester des opinions sur quoi que ce soit. J'ai pris les données qui se trouvent sur Elia. Donc, Elia, c'est le gestionnaire de réseau de transport, le GRT, comme on dit. Et j'ai donc, ça m'a pris un certain temps parce que c'est des formats qui ne sont pas toujours très faciles à utiliser. Et donc j'ai regardé la réalité telle qu'elle est. Vous pouvez d'ailleurs vous-même aller sur les sites, c'est très, très intéressant. Si on a le temps, je vais vous montrer peut-être le site à la fin. Et je me suis posé deux questions d'abord par rapport au passé. Quelle est aujourd'hui la part de l'éolien? Donc qu'est-ce que ça contribue dans le mix électrique au point de vue de puissance et production d'électricité, puisque c'est uniquement pour faire de l'électricité aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'on a déjà évacué, parce qu'on nous dit toujours on va vers une transition électrique ou une transition énergétique, donc ça veut dire qu'on va évacuer les fossiles. Est-ce qu'on a déjà évacué les fossiles? Ça, c'est la question que je me suis posée. Aujourd'hui, et aussi, on va dire, ça va remplacer le nucléaire. Bon, le nucléaire est encore là. Dans quelques mois, il y aura déjà 2 gigawatts qui vont sortir, 2000 mégawatts. Bon, est-ce que c'est possible de les remplacer par des éoliennes? Voilà. Et donc, je regarde quelle est la croissance, est-ce qu'on pourrait attendre dans les 10 prochaines années. J'ai pris les dates qui sont proposées par Elia pour un rapport que vous pouvez trouver sur Internet, qui demande une certaine dose de courage pour le lire. C'est une étude d'adéquation, de flexibilité donc de la transition électrique, finalement, un vers 100% de renouvelable, mais il s'arrête quand même en 2032. Et donc, si on utilise uniquement les données qui existent, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et quel serait, si on essaie d'extrapoler un petit peu, bon, moi je suis un peu physicien, mathématicien, donc j'aime bien extrapoler, je vois apparaître des patterns dans les courbes, etc. Qu'est-ce que je peux anticiper pour vers 2030? Je ne vais pas au-delà parce qu'on parle de 2050, bon, c'est vraiment des plans sur la comète. Voilà, donc 2 parties. Première partie, voilà, donc ça c'est la situation telle qu'elle est en 2020-2021. À droite, là, un schéma. Je crois qu'on peut. Donc on voit ici les anneaux, une comparaison entre 2020 et 2021. Donc ce qu'on voit déjà, vous voyez ici les renouvelables, ceux qui nous intéressent, les renouvelables intermittents, le offshore, le onshore et le solaire. On voit que pratiquement c'est la même chose, donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution de l'un à l'autre. Alors si vous comptez les pourcentages, vous allez vous apercevoir que les éoliennes contribuent 12,7. Ce n'est pas tout à fait le même chiffre que là, parce que moi j'ai pris en compte le pourcentage par rapport à la consommation. Or on a produit beaucoup plus en 2021. Grâce au nucléaire, les électrons évidemment n'ont pas de couleur, on a pu exporter environ 7 TWh, donc c'est pas négligeable. Donc on a importé, exporté avec les réseaux interconnectés, et l'exportation nette c'est de 7 TWh. Donc si on regarde uniquement la consommation, eh bien on est à moins de 13%, donc pour les éoliennes. Alors si on ajoute un peu de solaire, je pense qu'on est à 18%, peut-être quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas grand-chose. Alors, on peut regarder les facteurs de charge. Je vais réexpliquer dans un instant ce que c'est. On a 25%, donc c'est pas terrible. Alors que si on regarde les prospectus des marchands d'éoliennes, des promoteurs, on devrait avoir 29% en fait. C'est vrai qu'on va dire peut-être que l'année 2021 c'était pas très bon parce qu'il y avait des anticyclones, enfin bon, je sais pas, on peut expliquer ça. Mais moi je prends les données telles qu'elles sont. D'ailleurs si on regarde par rapport à 2020, où il y avait évidemment moins de demande à cause du Covid, mais la production elle était pratiquement la même. Donc je pense que bon an mal an, c'est à peu près la même chose. Voilà. Par comparaison, le nucléaire, il a produit 52%, 57% de la consommation, si on tient compte là des exportations, et il a un facteur de charge de 92%. Je reviens sur les définitions un peu plus loin. La consommation d'électricité, c'est quoi? Voilà ici, ça c'est la première semaine de janvier 2021. Vous voyez donc ce sont des courbes, il y a deux pointes, une courbe entre
7 et 9 heures le matin et le soir, disons 17h, 19h, hein, le moment de manger, etc., d'ouvrir les postes de télévision avec une petite pointe ici, sans doute, quand on regarde les émissions. Ça, c'est ce qu'on observe pratiquement dans tous les pays industrialisés. Si vous regardez en France, c'est la même chose. Hein, donc ça, c'est sur une semaine. Hein, donc il y a 168 heures, 7 fois 24, ça fait... Voilà ce que c'est. Donc, il faut... Alors, ici, c'était le 1er janvier, donc on avait évidemment moins de consommation, donc la pointe, c'était qu'à 10 gigawatts. Par contre, ici, on atteint, par exemple, une pointe, c'est presque 13 gigawatts, hein, donc 13 000 mégawatts, donc c'est pas mal. Alors, si je mets tout ça ensemble, sur toute l'année, donc sur une année, il y a 8760 heures, donc 365 fois 24, ça fait 8760. L'année passée, il y avait 8784, parce que c'était une année bissextile, hein, donc voilà. Et vous avez ici la consommation, donc j'ai mis ensemble toutes ces courbes que vous avez vues, pour toute l'année. Hein, donc vous voyez, en hiver, il y a plus. On a une pointe ici. Ça doit être quelque part au mois de février de l'année passée. L'année passée, on avait une année assez froide. Hein. Cette année-ci, peut-être qu'on n'aura pas un hiver aussi rigoureux. On était à 13,5 gigawatts, 13 500 mégawatts. Et voilà, ça c'est ce qu'on a produit avec les éoliennes. Je n'ai pas encore mis ici le solaire, ça viendra après, je regarderai un petit peu le solaire aussi. Ça c'est ce qu'on a produit. Donc vous voyez, c'est pratiquement aléatoire. Hein. Donc il n'y a aucune corrélation entre les deux, la demande qui est ici en haut et la production par des éoliennes. Hein. Donc ce qui m'amène à dire que en fait l'éolien seul, comme le solaire seul, c'est absolument inutilisable. Si vous avez une éolienne chez vous, dans votre jardin, vous n'aurez pas de sécurité d'approvisionnement parce que vous devrez vivre au rythme des fluctuations du climat. Voilà. Donc ça veut dire peut-être le matin, vous ne pouvez pas chauffer votre café, le soir, vous ne pouvez pas écouter les émissions de la RTBF, etc. Voilà. Alors, si je regroupe en fait toute cette énergie ici par ordre d'importance, hein, donc je mets d'abord le maximum et puis je décroît, j'obtiens cette courbe-ci en jaune. Donc ici vous voyez que le maximum c'est 4 gigawatts, c'est à peu près ici aussi, je ne sais plus, enfin l'heure 2000, je ne sais pas à quoi ça correspond, enfin quelque part peut-être début du printemps, on a 4 gigawatts. Et puis vous voyez qu'on a une courbe qui tombe très vite, qui descend exponentiellement, mais même il y a une période ici où ça tombe à zéro. Il y a à peu près 1000 heures où on n'a aucune production. Hein. Et on peut faire la même chose évidemment pour la demande. Hein. Donc si on fait la même chose pour la demande d'électricité, on obtient cette courbe-ci en vert, qui est donc ce qu'on appelle la courbe de charge. Ça c'est quelque chose qui est fondamental dans la gestion du réseau, donc qui tient compte vraiment de tous les moments de production. En fait, moi j'ai fait ici des moments de production d'1 heure, hein, chaque période c'est 1 heure. En réalité, il faudrait être beaucoup plus fin. Sur le réseau Elia, on a un quart d'heure. Mais ça devenait un peu illisible, donc je me suis arrêté à 1 heure. Mais là, vous voyez par exemple que la pointe, elle était en 2021, elle était à 13,5. Aujourd'hui, la pointe, par une journée d'hiver, elle est déjà autour de 13. Peut-être qu'on n'atteindra pas le maximum historique des dernières années, c'était 13,8. La demande, elle est pratiquement constante tous les ans. Donc, on voit bien que cette courbe ici en bas est bien incapable de remplir la courbe qui est ici. Donc, le total de l'énergie, c'est la surface, en fait, qui est ici en dessous. Et là aussi. Si on regarde la surface, hein, donc si on rassemble tout, la surface, en moyenne, ça correspond... Donc, si l'électricité, c'est un fluide, hein, et qui s'étale sur toute l'année, c'est-à-dire si on pouvait le stocker, ce que savent peut-être faire les Norvégiens, en partie peut-être les Suisses, eh bien, on obtiendrait donc une surface qui est ici, qui serait en moyenne à 2,2 gigawatts. Hein. Donc la puissance, l'énergie qui est procurée par les éoliennes, c'est la surface de ce rectangle qui correspond donc en fait, et ça correspond donc à un facteur de charge de 1,22 divisé par 4,8. Hein, donc ce qui fait 25%. Donc on a 25% seulement. Donc la puissance optimale étant
étant donc ici, pardon, je sais une erreur ici, c'est 2,2, pardon, ici, 2,2 divisé par 4,8, ça fait 25%. La puissance installée, c'est de 4,8, 4800. Donc on a produit, attention, il est faux de dire, comme on l'entend parfois, que les éoliennes ne produisent que 25% du temps, c'est pas juste non plus. C'est par rapport à la production totale. Mais ce qui est important pour tout ça, c'est de regarder à chaque seconde presque ce qui se passe. Alors voilà, donc ça c'est la courbe de charge. Alors en réalité, si on regarde, qu'est-ce que ça a contribué maintenant? Donc ça c'était la première question. Qu'est-ce que ça a contribué? Pas grand-chose finalement. Et on est très loin, on a une puissance installée de 4,8 gigawatts à comparer aux 5,94 des centrales nucléaires, mais on n'a qu'un facteur de charge de 25%. Alors que pour une centrale nucléaire, on a 92%. Donc, ok. Donc, c'est déjà pas très bon. Alors, est-ce qu'on a remplacé des puissances pilotables? On peut regarder sur le site, le site de la FEBEC, donc il y a la Fédération des entreprises belges de l'énergie et du gaz. Il y a des statistiques très intéressantes, malheureusement qui ne sont pas mis à jour très fréquemment. Donc ici j'ai un dessin qui va seulement jusqu'en 2020, mais ça ne change pas grand-chose en 2021. On a donc représenté toutes les puissances. Ici vous voyez donc le gaz, le nucléaire, un petit pot de pompe hydro, mais ça, bon, ça en fait en réalité c'est du stockage, donc on ne devrait pas en tenir compte ici. Parce qu'on stocke principalement avec l'énergie nucléaire. Il y a un tout petit peu d'hydro au fil de l'eau, c'est négligeable. Et vous voyez le vent et le solaire. Au total, il y a un peu de biomasse ici en haut. J'aurais dû peut-être ramasser la biomasse ici au-dessus. Alors si je regarde ce qui est pilotable, donc ce qu'on peut gérer sans devoir dépendre des circonstances du climat, eh bien on est quelque part pas loin de 15 gigawatts. Donc vous voyez, ça reste à peu près constant. La demande est constante. Donc en fait, il n'y a pas eu de changement. Bien qu'on a installé, au départ, on n'avait pratiquement pas d'énergie renouvelable ici. Maintenant, on en a plein. Regardez là, c'est énorme. On a presque 10 gigawatts solaires. Donc une fois et demie plus que le nucléaire. Et pourtant, il n'y a rien qui a changé avec la puissance pilotable. Donc on a besoin de cette puissance pilotable pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Ça, c'est vraiment une des conclusions. Donc le gestionnaire, il a bien fait son boulot. Il a maintenu les puissances pilotables autour de... La puissance pilotable aujourd'hui, c'est 14,2. Alors je vais un peu plus loin. Quelle est donc la puissance pilotable dont on a besoin en cas de présence de solaire et de vent? Eh bien, c'est très simple. C'est une courbe qui a été montrée d'ailleurs par Eric ce matin. C'est le maximum de la puissance de tout ce qui n'est pas non pilotable. Donc ici, là, vous avez les énergies non pilotables, le soleil et le vent. Vous voyez, ici, parfois il y a des spikes parce qu'il y a un peu de soleil de temps en temps. J'ai pris uniquement le cas de l'hiver parce que c'est celui-là qui est le plus critique. Et alors, si on regarde là où il y a le maximum des centrales pilotables, c'est ici. Et ce maximum vaut 12,742 MW. Donc, pour être bien sûr d'avoir 100% de sécurité d'approvisionnement, on doit avoir 12,742 MW de puissance installée pilotable. En fait, ce n'est pas suffisant parce que toutes ces puissances ne sont pas nécessairement disponibles, et c'est là qu'on tombe dans ce qu'on a discuté ce matin, dans la discussion. Il y a des maintenances, peut y avoir pour les centrales nucléaires, il faut recharger le combustible une fois par an en été, etc. Donc on a ce qu'on appelle les facteurs, chez Elia ça s'appelle les derating factors. Certains utilisent d'autres termes, par exemple dans les rapports de Madame Tine van der Straten, on parle du X-facteur, etc. Et donc c'est un facteur qui définit le degré de confiance par rapport à la sécurité d'approvisionnement. Donc quand on a besoin d'une certaine capacité qu'on doit mettre en route, quelle est la probabilité de pouvoir la mettre en route à ce moment-là? Alors pour les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, cette probabilité elle est quasi nulle parce qu'on produit indépendamment de la demande. Donc c'est ce que je disais ce matin, par exemple pour une éolienne
En mer, je crois que c'est 11%, parce que en général, quand on a besoin de puissance, ils ne sont pas là, il n'y a pas de vent. Pour le solaire, on produit surtout autour de midi, au moment où on a le moins besoin d'énergie. Comme vous avez vu, il y a les deux pics, le matin et le soir. Donc, en milieu de journée, on a besoin de moins de capacité. Et donc, ce serait 1% seulement, c'est rien du tout. Donc, en fait, la puissance pilotable, c'est pratiquement celle qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, donc, si on fait le calcul avec les pourcentages de disponibilité, je l'ai appelé comme ça, mais c'est peut-être pas vraiment le bon terme, disponibilité par rapport à la sécurité d'approvisionnement, on devrait avoir au minimum 13 gigawatts, un peu plus que 13 gigawatts. Aujourd'hui, on a 14,2 gigawatts, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que Elia, jusqu'ici, ils ont fait un bon travail. Ok. Mais maintenant, évidemment, si on abandonne 5940 mégawatts avec le nucléaire, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus assez. Ça, c'est clair. Je reviens là-dessus. Alors, j'ai fait ici un autre calcul. Donc, j'ai recalculé les courbes de charge, en regroupant donc toutes les puissances appelées par la consommation d'électricité par ordre décroissant. Donc, pour différentes hypothèses, différents scénarios d'éolien et de solaire. Tout ça en utilisant les données d'Elia. Donc, pour 2021, on pourrait dire, oui, peut-être qu'en 2019, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être, mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Alors, vous voyez ça ici. Donc, j'ai reporté chaque courbe. Ici, il y a 0% d'éolien. Donc, c'était la situation qu'on avait, mettons, en 2004. Il n'y avait pratiquement pas de... Il y avait 2012, pardon. Ici, 0 éolien, 0 solaire. Vous voyez, la pointe, ici, c'est 13,5. Donc, j'ai besoin, pour couvrir la pointe, j'ai besoin au moins de 13,5 gigawatts. Et pour tenir compte des facteurs de disponibilité, en réalité, on est à 14 quelque chose, probablement. Alors, si je mets la capacité éolienne qu'on a aujourd'hui, hier, en 2021, capacité solaire, voilà, la courbe de charge diminue un petit peu parce que la surface qui est là, c'est ce qui est produit par l'éolien solaire aujourd'hui. Donc c'était à peu près 18%. Donc c'est le 18% de la surface totale qui est là. Et vous voyez que ça descend un petit peu. Et la pointe, elle est où? À 12,4. Calcul que j'ai montré avant. Donc, et alors si je mets de plus en plus d'éoliennes, de plus en plus de panneaux solaires, 2 fois la capacité actuelle, donc ça nous amènerait 2 fois solaire, c'est à peu près 20 gigawatts. 20 gigawatts, rien que pour les renouvelables intermittents, on aurait la courbe en violet. Alors ici, on aurait 2 fois le solaire, 2 fois le vent, donc ça fait 10 gigawatts à peu près, et mettons 3 fois, on est à 5 aussi, 15, 27 gigawatts. Énorme, hein? Donc vous voyez, on tombe ici même à 0. Donc il y a toute une période ici où on n'a plus besoin de mettre en route d'autres réacteurs au gaz ou réacteurs nucléaires. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que le coût de l'électricité devient 0, théoriquement. Le prix de gros sur le marché, dont parlait M. Percebois, devient 0. Et même si on regarde un petit peu en négatif, il devient négatif parce qu'on a une production excédentaire d'éolien et de panneaux photovoltaïques. Et donc les prix, c'est l'origine des prix négatifs qu'on observe de plus en plus souvent, même en Belgique. Et alors la presse publie, les prix sont devenus négatifs, mais évidemment pas pour le citoyen. Ils ne sont pas du tout nuls pour les citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a des prix, contractuels. Oui, il y a des prix contractuels pour les éoliennes. Donc ça veut dire que ce qui est en négatif, vous le payez. Moins fois moins, ça donne plus. Donc on donne pour le marché de gros, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un prix négatif? On pousse à la consommation. Donc, parce qu'il faut bien évacuer cette énergie, cette électricité, sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que M. Van Warenberg expliquait, le réseau s'écroule éventuellement, parce qu'on a trop de production, donc les 50 Hz, on ne sait pas les tenir, etc. Donc, ce que prouvent ces graphiques, c'est que finalement, l'apport des
des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, à cause de ces facteurs de disponibilité très faibles par rapport à la sécurité d'approvisionnement, ça ne sert à rien finalement. On a toujours à peu près la même capacité pilotable qu'on doit garder. Et alors si on ajoute une marge pour couvrir le fait qu'il y a des maintenances, etc., on arrive à peu près à ce qu'on a aujourd'hui. À demande constante, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on nous annonce? Que la demande va augmenter. Alors là, il y a quand même un problème. Voilà. Alors j'ai fait tout ce calcul ici, donc en prenant différentes hypothèses. Vous voyez, ici, j'ai souligné le cas où on aurait 1,7 fois le nombre d'éoliennes qu'on a aujourd'hui, et 2 fois les photovoltaïques qu'on a aujourd'hui en 2021. Vous allez comprendre d'où vient le 1,7. Mais vous voyez que donc j'ai fait 2 calculs. Un dans lequel j'ai supposé qu'on sortait complètement du nucléaire en 2025. Donc ça se situerait après 2025. Vous voyez que le CO2 qui est aujourd'hui en 2021, où on a 1 et 1 ici, c'est 146. La réalité, si on regarde sur la réalité des chiffres, ce serait 151 grammes de CO2 par kilowattheure qui a été réalisé en 2021. Évidemment, il faut tenir compte, c'est très compliqué si on veut faire un calcul exact. Il y a des importations, par exemple du charbon allemand, il y a un peu plus, etc. Il y a des exportations. Donc, mais mon calcul, il est à peu près juste, donc on est à 146. Par contre, si on met 1,7 fois plus d'éolien, 2 fois plus de solaire, mais pas de nucléaire, on tomberait à 317. Donc l'objectif CO2, il n'est sûrement pas réalisé. Déjà aujourd'hui, sans nucléaire, on serait à 384. Alors vous voyez que la puissance pilotable brute, donc qui est la pointe de la courbe de charge, elle ne change plus pratiquement. Vous voyez, 1, 2, le solaire n'a aucun effet, parce qu'il ne représente que 1% par rapport au changement, par rapport à la sécurité d'approvisionnement. 1, 2, donc c'est la même chose. Ici, 1,7, on a un tout petit peu diminué, parce que l'éolien, il contribue un tout petit peu, voilà. Et après, quand on continue, ça ne change rien. Avec le nucléaire, théoriquement, on pourrait arriver à 0, si on multipliait par 3 les deux... mais à ce moment-là, on aurait d'autres problèmes, notamment des pointes de puissance. Si j'ai le temps, je montrerai peut-être le programme de simulation. Et à ce moment-là, on a un problème réseau, parce qu'on a une contrainte réseau, il faut évacuer cette puissance. On ne sait pas la stocker éventuellement, pas facilement, etc. Donc ça c'est le sujet. Voilà. Alors je me suis intéressé aussi, j'ai regardé un peu la capacité éolienne. Donc ça c'est l'aspect réseau. Et je pense donc qu'on peut dire du point de vue aspect réseau, sécurité d'approvisionnement, pratiquement les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, ça n'apporte pratiquement rien du tout. Ça produit de façon marginale, qu'on pourrait produire beaucoup plus facilement en poussant un peu plus le gaz. Bon, ok, on veut réduire le CO2, mais on s'aperçoit que ça ne marche quand même pas si on supprime le nucléaire. Alors, j'ai regardé l'évolution des capacités. On trouve aussi sur Febeck de très belles courbes. Voilà, ici. Voilà. Et donc, on voit que ici, ce sont les éoliennes en Flandre, et là en Wallonie, Bruxelles, je pense qu'il n'y en a pas, et alors les éoliennes en mer, où on a eu une forte augmentation en 2020 parce qu'on a achevé d'installer des éoliennes sur une île en mer du Nord, au large de Zeebrugge, je crois. Donc je pense que M. Marais pourra me répondre, c'est ça. Mais après, il ne se passera plus rien pendant quelques années, on n'aura plus de travaux. Par contre, pour les éoliennes de surface, pratiquement on est en plan, on est un peu plus haut ici en 2021, je n'ai pas encore le chiffre 2021. Si je mets ça dans un dessin, voilà, donc on a une courbe qui ressemble très très fort à une courbe logistique. Et si je calcule donc chaque fois l'augmentation, l'incrément année par année, j'obtiens une courbe qui ressemble un peu à une courbe en cloche,
avec peut-être ici une sorte de rebond, à un moment donné ça diminue, puis c'est un rebond, peut-être parce qu'on a augmenté certains avantages, donné plus de certificats verts, que sais-je. C'est le genre de courbe qu'on observe par exemple avec les panneaux solaires. Chaque fois qu'on annonce qu'on va retirer un avantage, le marché s'écroule, et puis on dit maintenant on remet un nouvel avantage, le marché remonte. Donc il peut y avoir des rebonds. Et ça, moi qui suis un dynamicien, ça me fait très fort penser à ce qu'on appelle dans la théorie des systèmes la loi de Verhulst. Donc Verhulst, qui était un disciple de Quetelet, Pierre-François Verhulst, qui avait donc, qui était un peu sorti de la théorie malthusienne de la croissance des populations, qui a montré qu'une population s'accroît selon une courbe logistique. Donc il y a l'équation logistique, et c'est ce qu'on voit ici. Donc qu'est-ce qui se passe au début? C'est vrai dans tous les domaines. Si vous avez une entreprise, au début, elle croît exponentiellement, puis à un moment donné, elle se heurte à certaines limites d'expansion, de marché, de fonds disponibles, etc. Eh bien, on a la même chose pour les éoliennes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, on observe effectivement le même type de loi, donc qui est du fait de l'existence de contraintes. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Ici, il y a une boucle de rétroaction positive, donc qui correspond à une croissance exponentielle. Puis à mesure que des contraintes apparaissent, vous avez une boucle négative qui limite la croissance, puisque les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Et donc ça, c'est vrai dans tous les systèmes, même les êtres humains, les systèmes écologiques, etc. On observe ce type de loi, donc qui est ici. Et la dérivée, donc l'incrément annuel, par exemple, c'est la fameuse courbe en cloche. Vous avez la même chose par les épidémies. Par exemple, le Covid, si on représente ça, on a aussi des lois un petit peu analogues. Bon, je ne vais pas parler, c'est un sujet assez délicat pour l'instant. Et alors, on peut avoir des rebonds, éventuellement. C'est-à-dire que, par exemple, des effets d'annonce, ça c'est typique justement de ces marchés d'éoliennes, etc., et de panneaux photovoltaïques, c'est qu'il peut y avoir un relent croissant. Par exemple, en Allemagne, c'est ce qu'on observe actuellement. En Allemagne, on a décidé, si j'ai un collègue qui connaît très bien le problème allemand, on a donc le nouveau gouvernement du chancelier Scholz, qui est SPD, c'est ça, a décidé, avec l'accord des écolos, des Verts, des Grünen, des Deutschen Grünen, qu'on allait consacrer 2% du territoire aux éoliennes. 2%. Aujourd'hui, c'est 0,86%. Alors, ils vont devoir pédaler parce qu'il y a déjà 60 gigawatts, c'est pas négligeable. Mais ça peut être une loi, qui force les gens à installer des éoliennes. Alors, moi, je ne souhaite pas qu'on ait ça en Belgique, je ne serais pas tellement d'accord. Mais enfin, ça pourrait arriver, évidemment. Alors, les attentes vers 2040, qu'est-ce qu'on peut espérer, tout ça? Je crois que j'ai encore un peu de temps. Voilà, donc si je reprends les chiffres séparés pour la Wallonie et la Flandre, et que je me mets dans cette hypothèse qu'on aurait une croissance de type logistique, qui est, je le rappelle, la croissance de tout système réel. Croire à un système qui croît indéfiniment, ça n'existe pas sur Terre. Croissance infinie, c'est pas possible. Alors là, j'ai donc extrapolé, c'est assez facile à faire. Eh bien, je suis arrivé à la conclusion, peut-être en Flandre, ce serait raisonnable que, là j'aurais dû mettre 2032, mais mettons, ça peut être un peu plus... Ah oui, ça c'est jusque 2020, mais si j'extrapole, mettons 2030, etc., au-delà, j'arrive à une sorte de... ce qu'on appelle un steady state dans la théorie des systèmes, donc qui serait à 1,6 MW. Ici, pour la Wallonie, ce serait 1,2, c'est un peu moins parce qu'il y a moins de territoire est plus étendu, mais enfin il y a plus d'habitants, etc. Donc il y a des contraintes un peu différentes. Et donc ça veut dire qu'au total, je peux m'imaginer que j'arriverai par une extrapolation logistique à 2800 MW. Bon, je vais encore bien 2 gigawatts, je vais encore bien dire que ça peut être peut-être 3, ok, on peut dire que... Et éventuellement, s'il y a un régime totalitaire écologiste qui s'installe et qui nous oblige à pousser, on devra peut-être le faire. Mais si on regarde la part des choses, ça paraît peu vraisemblable. Alors, donc, voilà, d'accord, on arriverait. Donc, on aurait, en fait, en mer, on est limité par les surfaces. Donc, je crois que c'est 4,5 maintenant. L'île énergétique, là, mais c'est peut-être autre chose, on va en parler. 5,3, mais enfin, bon, ok. Moi, j'ai pris pour l'électricité, ce serait plutôt pour l'hydrogène, on serait à 7,3.
ce qui donnerait qu'on aurait éventuellement à peu près 22% de la demande. Donc pas beaucoup plus. Et comme on l'a vu, c'était le 1,7 dans mon tableau, ça ne va rien changer aux puissances pilotables. On aura toujours besoin de la même puissance pilotable. Alors maintenant, il faut voir les prévisions de croissance aussi. Et ça, les études d'Elia sont très bien faites, mais elles sont très touffues. Voilà ce qu'on prévoit. Donc la part de l'éolien va augmenter. Non, attendez, donc la consommation va augmenter d'abord. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'il y a. Jusqu'ici, en 2021, on était à 85,4. Il a déjà projeté ça en... Non, 84,2. 2021, il n'a pas mis ici. Il était à 85, c'est un peu optimiste. Et voilà ce qu'il a prévu. Donc ça tient compte de toutes sortes d'hypothèses, notamment sur l'électrification vers 2030 des voitures de société. Je ne sais plus quelle est l'hypothèse. Je crois que on supposerait qu'il y aurait 600 000 voitures de société et au total, pour une hypothèse haute, 1,2 million de voitures privées, quoi. Donc on aurait 1,8 million de voitures de société, toutes alimentées à l'électricité. Donc la demande monterait, hein, et on pouvait dans le high load, on pourrait même arriver pratiquement à 100 TWh par an. Hein. Aujourd'hui, donc on était à 84,2, hein, que j'ai dit. Voilà. Alors on a un peu moins. Et alors ici, les puissants, en fait, ce sont pratiquement, quand on vérifie ces chiffres, c'est un peu, je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs, mais ce sont pratiquement des règles de 3. Quand on regarde un petit peu quelle est la consommation d'une voiture, il y a les pompes à chaleur aussi, je ne sais plus dans quel. Bon, on arriverait pour les puissances. Aujourd'hui, on est à 13,8. Donc, ça, c'est la puissance brute, sans tenir compte des facteurs de disponibilité, parce que 13,8 gigawatts, c'est la pointe de puissance historique qu'on a observée dans le temps, à une demande d'électricité pratiquement constante. Elle est pratiquement constante depuis 10 ans, la demande d'électricité, autour de 85 TWh par an. On grimperait donc jusque peut-être un peu plus que 16, en moyenne 15,4. Alors j'ai pris les chiffres qui sont là, j'ai pris les chiffres médians, hein, 96,1, et j'ai calculé qu'est-ce que ça donnerait. On aurait une augmentation de la consommation de 15%. Ici de la puissance éolienne 70%, mais au total le pourcentage de l'éolien, hein, si on divise les deux, ce serait de 13 à 19%, ça doit faire à peu près 50%, si je ne m'abuse pas. Oui, c'est à peu près un peu moins que 50%. Voilà. Donc ça, ce seraient les prévisions. Donc ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, on doit le rajouter aux puissances que j'ai calculées, les 13,5, hein, il faut rajouter 1,9, ça ferait donc, on aurait besoin, pour être tout à fait safe, on a besoin de 15,4 gigawatts. Hein. Et si on ajoute, en plus on tient compte du facteur de disponibilité moyen, qui est donc de 93%, ça veut dire qu'on devrait avoir 15,7 gigawatts. Hein. Et dans les prévisions d'Elia, c'est 15,4. Ok, on est bon, hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de pilotables de 15,7 gigawatts si on veut tenir les plans d'Elia. Hein. Mais comme on ne dispose que de 1,2 gigawatts de puissance pilotable renouvelable, c'est la biomasse, waste, hein, les déchets, les renouvelables, on devrait avoir 14,2 gigawatts de centrales fossiles ou nucléaires pour assurer 100% de sécurité d'approvisionnement en 2032. On ne veut plus avoir de nucléaire, donc il faudrait 14,2 gigawatts de gaz, probablement autour de 2030. Alors là, j'ai un problème avec les chiffres que communique la ministre actuelle, hein, qui nous dit, voilà... je rajoute 1,6 gigawatts avec, comment ça s'appelle, Vilvoorde et... Hein, c'est quand même suspect. Hein. Alors, nous, on a écrit quand même plusieurs fois, ça nous paraît quand même un peu juste, hein, parce qu'en réalité, donc ça veut dire, pour le dire plus simplement, on a perdu 6 gigawatts, pratiquement, il faut mettre à la place 5,5 gigawatts. On gagne un tout petit peu, mais presque rien, parce que toutes ces énergies renouvelables intermittentes ne constituent pratiquement rien pour la sécurité d'approvisionnement. Donc si on veut couvrir la pointe en permanence, et la base aussi, bien entendu, parce qu'il reste quand même toute cette surface, hein, qui reste à couvrir,
eh bien, vous n'en sortez pas si vous n'avez pas à peu près, vous gardez à peu près les puissances que vous avez aujourd'hui, et même un peu plus. Donc ça, c'est la conclusion. Alors, je ne sais pas. Voilà, donc ça, sur les conclusions générales. Donc moi, je pense que l'analyse du passé montre qu'il sera très difficile de dépasser 20% de production éolienne. Ou alors, on doit mettre en place un système coercitif. Par exemple, on rejette tous les, ce qu'on appelle ça, les recours contre les éoliennes. On va en parler peut-être un peu plus tard. Ok. Je pense que ce n'est pas raisonnable de vouloir dépasser ça. Et ça n'empêchera pas, on ne fera pas l'économie, je dirais, de remplacer les centrales nucléaires par des centrales au gaz. Ou alors autre chose, je ne sais pas, mais quoi? Parce que l'hydraulique au fil de l'eau, on n'en a quasi pas en Belgique. La biomasse, c'est une possibilité. J'ai eu quelques discussions avec... Bon, c'est une énergie quand même du passé. On utilise la biomasse depuis le néolithique. Il y a moyen de faire quelque chose, mais la biomasse, les déchets, ça émet aussi quand même pas mal de pollution. C'est peut-être un peu moins sur le plan du CO2, les d'être 490, c'est 250 de mémoire. Mais voilà, donc ça. Merci. Alors,